Bien. Alors, j'étais en train de vous dire que les lymphocytes T, vous vous souvenez de cette diapositive-là, ça servait, les voilà les lymphocytes T, en rose ici, ça vous servait d'une part de mécanisme de défense contre des microbes qui sont bien intracellulaires, ici. Donc ça c'est la lymphocyte T. Le lymphocyte T cytotoxique, lui, va vous servir pour la lyse de cellules qui sont infectées avec des antigènes qui sont encore une fois intracellulaires. Et puis ces lymphocytes T également, ils apportent leur aide aux lymphocytes B pour produire en fait des anticorps. Tout ceci ne peut se faire que si le lymphocyte T est capable d'exprimer à sa surface en fait des épitopes T dont on a déjà entendu parler, et les molécules qui ont pour rôle d'exprimer à la surface ces petits peptides qui vont être des épitopes T, ce sont les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, les molécules du CMH. Donc, ces molécules du CMH, c'est celles qui vont être chargées d'exprimer donc les épitopes T à la surface des cellules. Et une fois que ces molécules du CMH auront présenté les épitopes T à leur surface, les lymphocytes T, avec leurs récepteurs, seront capables de reconnaître en fait les complexes entre le peptide présenté et la molécule du CMH. Alors, c'est illustré ici. Ça, c'est un schéma que je vais vous remontrer plusieurs fois, mais qui est subtil et important. On est au départ de la réponse immune adaptative. Vous vous souvenez de ça, vous l'avez déjà vu. Au départ de la réponse immune adaptative, vous avez ici des cellules présentatrices qui sont les macrophages ou les cellules dendritiques, cellules présentatrices d'antigènes. Macrophages ou cellules dendritiques, c'est ce qu'on appelle, on va voir tout à l'heure, un troisième type de cellules présentatrices. Mais là, on en est à deux. La cellule présentatrice, ce qu'on appelle des cellules présentatrices professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces cellules présentatrices que vous avez ici? Ou qu'est-ce que fait ici une cellule cible? C'est qu'elle a à sa surface des petites molécules. Ça, c'est des molécules du CMH de classe 2. Ici, ça, ce sont des molécules du CMH de classe 1. Donc ici, ces molécules du CMH de classe 1 ou de classe 2, ce sont bien celles qui sont chargées de présenter ici des peptides qui ont été processés par les cellules présentatrices, qui ont été processés également par les cellules cibles et qui vont présenter en fait le complexe molécule du CMH peptide ici au récepteur T. Ça, c'est le départ de la réponse immune. Tout est là. Si déjà vous avez compris ça, déjà c'est bien. Alors, les molécules du CMH, vous en avez une ici, et vous avez ici le peptide qui est présenté par la molécule du CMH. Ici, vous avez le récepteur qui est sur la cellule T. Ça, ici, vous êtes donc du côté de la cellule présentatrice d'antigène ou du côté de la cellule cible. Et là, vous êtes du côté du lymphocyte T. Et vous remarquez tout de suite, mais on reviendra plusieurs fois là-dessus, c'est qu'encore une fois, votre récepteur T, il reconnaît à la fois des acides aminés qui viennent du peptide, présenté par le CMH, et à la fois des acides aminés qui viennent de la molécule du CMH. Voilà. CMH1 ici, CMH2 là. Vous ne pouvez plus vous tromper.
Bien. Alors, je vous ai donné la fin de l'histoire, mais comment ça s'est fait ça? D'abord, on a découvert ces molécules du CMH, ça s'est fait d'abord chez la souris. Et pour ça, vous aurez besoin d'avoir des souris de types différents, notamment des souris qui sont de même souche. C'est les souris qu'on appelle inbred. Et ces souris de même souche ou de souche consanguine, c'est ce qu'on obtient par croisement, notamment entre des frères et des sœurs. C'est pas bien, mais à force de croiser des frères et des sœurs, vous avez des souris de cellules de souche. Première chose. Autre chose dont il faut vous souvenir, mais ça vous le savez, maintenant vous savez bien ce qu'est un gène. Il faut vous savoir que pour certains gènes, un gène qui va coder pour une molécule X, en fait, le gène peut exister sous forme polymorphique. C'est-à-dire, vous avez des formes alternatives d'un gène qui code pour une molécule donnée. Ce qui va vous donner, bien entendu, des formes alternatives de molécules. Lorsque vous avez des gènes qui sont donc polymorphiques, ces formes alternatives d'un gène, c'est ce qu'on appelle les allèles. Allèle d'un gène, c'est ça. Et vous savez que si vous avez le même allèle d'un gène donné chez le père et chez la mère, vous êtes homozygote. Si vous n'avez pas le même allèle, donc une forme alternative du gène qui code pour la molécule qui vous intéresse chez le papa et chez la maman, vous êtes hétérozygote. Donc tout ça, c'est pas mal de redéfinir les choses avant, parce qu'on s'est aperçu sur la génétique des immunoglobulines, et ça fait l'année prochaine que je repréciserai ce qu'est un gène avant de démarrer sur la génétique des immunoglobulines. Je connais le prénom maintenant de Jonathan et de Sarah. Quel est le prénom de celui qui m'a posé une très intéressante question? Antoine. Bien, je connais 3 personnes dans l'amphi. Alors, celui qui a fait la découverte, c'est dans les années 40, donc c'est pas jeune, des molécules du CMH, c'est en fait George Snell, et vous voyez que George Snell, il a eu le prix Nobel en 1980. Il a disparu malheureusement en 1996, mais ça fait un prix Nobel de plus pour l'immunologie. Et en fait, il a travaillé, lui, avec des souris qui étaient carrément des souris de même souche, mais qui étaient des souris syngéniques, qui étaient donc des souris syngéniques, ça veut dire qu'ils sont génétiquement identiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez donc des souris syngéniques, ici la souris de souche A, et vous avez ici une autre souche de souris syngéniques de souche B. Vous voyez ici les chromosomes A et B, ce n'est pas la même chose. Vous faites une greffe de peau ici de la souris A à une autre souris syngénique qui a les mêmes gènes, exactement. Regardez ici, ce sont les mêmes gènes. J'en ai dessiné qu'un, mais quand je dis j'en ai dessiné qu'un, c'est ma femme qui a dessiné. Donc, elle a dessiné le même gène ici. Vous faites la greffe de peau entre 2 souris syngéniques, ici, avec les mêmes gènes. Il n'y a pas de rejet. OK? Bien. Maintenant, vous prenez ici une souris d'une autre souche, B, ce n'est pas les mêmes chromosomes. Vous allez en fait greffer le bout de peau de la souris B à une souris A qui a les gènes A. Ici, vous aurez un rejet. Et ce qui a été observé, c'est que cette capacité à rejeter ou à ne pas rejeter une greffe, c'est un caractère qui est un caractère héréditaire. Donc vous avez là déjà une information importante. Et ce qui a été trouvé,
c'est que les gènes qui vous confèrent la capacité de rejeter ou de ne pas rejeter une greffe, ce sont ce qu'on appelle les gènes d'histocompatibilité. Et ce sont des gènes qui sont extrêmement polymorphiques. Il y a un grand polymorphisme, donc énormément d'allèles différents pour les gènes en fait d'histocompatibilité. Alors, pour arriver à trouver, à localiser ces gènes d'histocompatibilité, il a fallu utiliser d'autres souches de souris qu'on appelle cette fois-ci les souris congéniques. Des souris congéniques, c'est des souris qui ont les mêmes gènes pour tous les locus sauf un. Donc, avec ce type de souris, qui diffère sur tous les loci, pour être exact, sauf un, on arrive comme ça, progressivement, extrêmement long, à identifier les régions où se trouvent notamment les gènes d'histocompatibilité. Ces gènes d'histocompatibilité, ils font partie en fait d'un complexe de gènes qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, les gènes d'histocompatibilité appartiennent à un complexe, le complexe majeur d'histocompatibilité. Et chez la souris, vous allez trouver ces gènes sur le chromosome 17. Et sur ce chromosome 17, en fait, vous avez plusieurs régions, plusieurs loci, avec à l'intérieur plusieurs gènes. Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, le gène, ce n'est pas tout ça, comme tout à l'heure. Il ne faut pas confondre avec les petits carrés qu'on avait vus tout à l'heure. Là, un gène, c'est uniquement un de ces carrés-là. Parce qu'à partir d'un de ces carrés-là, vous avez un produit. Bien. Donc, ici, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Bon, très bien. Mais il y a eu une chose assez intéressante qui a été faite 20 ans plus tard. Là, on sait que donc, chez la souris, il y a des gènes d'histocompatibilité qui sont responsables du rejet ou non de greffe. Maintenant, il faut aller 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, vous êtes en 1980 et vous avez un autre prix Nobel qui est celui qu'a eu Benacerraf. Et là, vous avez une photo de Benacerraf qui vient de retenir ce prix Nobel. Je suis très attaché à cette photo parce que ça, c'est la fille de Benacerraf qui est médecin et qui fait des échographies à Boston et qui a fait l'échographie de ma propre fille. Donc, c'est grâce à elle que j'ai vu la première photo de ma fille. Donc, c'est important. Elle est charmante. Pour moi, en tout cas. Hein? Voilà. Alors, c'est une photo de famille. Benacerraf, qu'est-ce qu'il a trouvé, lui? Il a trouvé, en fait, que la capacité d'un organisme à répondre à un polypeptide X, voilà le polypeptide X, voilà ici une souris, en fait, de souche A et une souris de souche B. Si vous immunisez, en fait, la souris de souche A avec, en fait, le polypeptide X, celle-ci va, par exemple, être capable de faire des anticorps contre le polypeptide X et celle-ci, non. Ce qui veut dire que, en fait, votre réponse immune est également guidée par des gènes de réponse immune. C'est ce qu'on appelle chez la souris les gènes IR. Et en fait, ces gènes IR, ce sont en fait les mêmes gènes
que les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, que ce soit les gènes dont on avait parlé tout à l'heure, qui sont responsables du rejet ou non d'une greffe, la découverte tout à l'heure, que ce soit les gènes de réponse immune, ce sont en fait les mêmes gènes, puisque dans les deux cas, ces gènes codent pour les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, ici, on revient. Ce que je viens de vous expliquer, ce qu'on vient de découvrir, ce sont les gènes, en fait, qui codent pour ces molécules-là, ici, qui codent pour des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 ou de classe 2. Et ce sont bien ces molécules qui vont conditionner le rejet ou non d'une greffe ou la réponse ou non à un antigène. Ce sont les mêmes. Alors, là, on était chez la souris. Maintenant, il faudrait passer chez l'homme. Alors, chez l'homme, la découverte des molécules et des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité chez l'homme, ça s'est d'abord fait grâce à Jean Dossé, qui a eu le prix Nobel en 1980. Donc là, déjà, vous avez 3 prix Nobel autour des gènes du CMH. Donc, prix Nobel en 1980, pour avoir découvert, en fait, ce qui a été d'abord appelé les antigènes HLA. Les antigènes HLA pour antigènes des leucocytes humains, Human Leucocyte Antigène, HLA. En fait, ces antigènes HLA que l'on a découvert en s'apercevant en fait que chez des patients qui ont par exemple des transfusions multiples, chez ces patients qui ont des transfusions multiples, ce qui équivaut, ces transfusions multiples, à une transplantation d'organes, mais naturels. Les expériences que vous avez faites chez la souris tout d'un coup, où vous preniez la souris d'une souche A pour la mettre sur une souche B, vous ne pouvez pas faire ça chez l'homme. Donc quel est le modèle, entre guillemets, ou le premier modèle de transplantation qui a été fait un peu? Ça a été observé en fait lorsque vous faites de la transplantation d'hématies, lorsque vous faites de la transfusion sanguine. D'accord? Et lorsque vous faites de la transfusion sanguine, vous observez chez des patients qui sont polytransfusés que chacun d'entre eux, ils vont faire une réponse immune contre les hématies que vous avez transfusées. Donc, on retrouve le phénomène de réponse immune contre un tissu qui est en fait un tissu étranger. On a pris les hématies de monsieur A pour les injecter à monsieur B. Et c'est en étudiant en fait ces anticorps, ces allo-anticorps qui étaient présents dans les sérums des sujets polytransférés que l'on a découvert en fait les allo-antigènes. Ces allo-antigènes, c'est ce qu'on a appelé les Human Leucocyte Antigènes, les antigènes HLA. Et on a découvert que en fait, ces antigènes HLA étaient codés par un complexe également multigénique. Bien, on garde ça en tête. Et maintenant, on va regarder autre chose. On a fait chez l'homme l'équivalent de la transplantation. Maintenant, on va faire des analyses équivalentes aux gènes de réponse immune. Et on va faire ce qu'on appelle les réactions lymphocytaires mixtes. Alors là, qu'est-ce que vous faites dans ces réactions lymphocytaires mixtes? Vous avez un donneur ici pour lequel, dans le sang du donneur, il y a plein de cellules que vous allez inactiver. Pourquoi vous les inactivez? Parce que vous voulez les empêcher de se multiplier. D'accord? Ici, vous avez également un donneur X pour lequel vous avez ces cellules qui n'ont pas été inactivées
elles peuvent se multiplier. Vous faites ce qu'on appelle une réaction lymphocythermique, c'est-à-dire vous allez mélanger ici toutes les cellules qui viennent d'un donneur X et d'un donneur Y. Vous mélangez. Vous avez ici, dans ce mélange, des cellules présentatrices du donneur Y. C'est-à-dire ces cellules présentatrices, elles ne peuvent pas se multiplier. Elles présentent en fait l'antigène, ici, aux lymphocytes T cytotoxiques du donneur X qui peuvent se multiplier, ou aux cellules T CDD4 du donneur X qui peuvent se multiplier. Donc, réaction lymphocythermique entre Y, cellules présentatrices. De toute façon, quand on a mélangé ici, toutes les cellules sont là. Hein. Elle est là, la cellule présentatrice, et elle est là, la cellule cytotoxique et la cellule auxiliaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, il y a une expansion clonale et une différenciation fonctionnelle des cellules, ici, parce qu'on a reconnu comme étranger ici l'antigène. Ici, ces cellules-là également vont... Alors celle-ci, on va rester sur celle-ci. Ces cellules qui se sont multipliées, qu'elles sont capables de faire, ces cellules qui se sont multipliées en réponse à l'antigène Y, si vous mettez devant elles les cellules cibles qui viennent du sujet Y, elles vont les tuer. Ici, pareil, vous avez ici votre donneur X qui a reconnu ici un antigène Y. Qu'est-ce qu'il va faire là? Si vous mettez en face de ces lymphocytes qui se sont multipliés des cellules Y, ici ces lymphocytes vont se mettre à sécréter en fait des cytokines. Donc ça, ces réactions lymphocytaires mixtes, ça a permis également, grâce à ces réactions, de localiser, en analysant ensuite les gènes qui sont chez le sujet X et le sujet Y, on a pu localiser en fait les gènes qui sont responsables pour les réponses que vous aviez observées avec les antigènes HLA, et plus généralement, vous avez été capable, grâce à ces réactions lymphocytaires mixtes, d'identifier, de localiser les gènes de réponse immune. Donc, vous vous souvenez, chez la souris, on avait dit, tiens, on a découvert d'une part des gènes responsables du rejet de greffe, ok. Ensuite, on s'est aperçu que ces gènes étaient également responsables de la réponse immune contre un antigène X. Et là, on vient de refaire ça chez l'homme. Sauf qu'on ne pouvait pas faire les mêmes réactions chez l'homme. Vous allez le voir sur un seul schéma. Chez l'homme, la transplantation, ça a été remplacé par les réactions que l'on a observées chez les sujets polytransfusés. Et pour les gènes de réponse immune, on l'a observé grâce à ces réactions lymphocytaires mixtes. Alors tout va se mettre en place. Là, je vois des sourcils qui se froncent. Vous allez voir que ça va se mettre en place. Voilà ici, chez la souris, le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce qui a été découvert en premier, c'est ici, c'est les gènes qui sont responsables du rejet. Ils sont ici. C'est les gènes en particulier qui codent pour les molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Un prix Nobel et une expérience, c'était les expériences de transplantation. Ensuite, toujours chez la souris, deuxième prix Nobel avec mon médecin préféré ici, la fille de Benacerraf, ici. Deuxième prix Nobel, ce sont les gènes de réponse immune, mais qui font partie du même complexe majeur d'histocompatibilité, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le locus de classe 1, ce sont surtout le locus qui code pour les antigènes de classe 2. Deuxième prix Nobel. Ici, troisième prix Nobel, c'est avec les expériences faites avec les transfusions sanguines, la découverte des antigènes HLA,
la découverte des gènes qui correspondent chez l'homme, cette fois-ci, aux molécules de classe 1. Et la dernière expérience, vous vous demandez pourquoi il me présente les expériences de réaction lymphocytaire mixte, c'est parce que ce sont ce type d'expériences qui m'a permis de localiser, cette fois-ci, ces gènes de réponse immune, cette fois-ci chez l'homme. Donc voilà, ça devient cohérent. Est-ce que les sourcils se sont défoncés? Vous voyez pourquoi j'avais présenté tout ça. Donc 3 prix Nobel. Bien.